vous, Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Madame, Monsieur, bienvenue au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Nous sommes à la 157e édition de ce programme et vous avez sans doute raison de nous choisir. Vigile Arouansé, bonjour. Bonjour Wilfried Hervé Adou, bonjour à tous. Alors, Vigile, il se définit comme un juriste financier. Il est loin d'être un habitué des studios de radio ou des plateaux de télévision. Notre invité de ce jour, Didier Facine, bonjour. Alors, merci d'être venu livrer votre compréhension de l'actualité politique à travers le prisme des actes posés, de la parole entendue, loin des tensions, loin des pressions et des passions, comme c'est de tradition dans notre émission. Didier Facine, avec vous, nous évoquerons principalement de grands sujets d'actualité. Les réformes du président Talon à l'épreuve de la vague controverse sur la révision de la Constitution, mais aussi la polémique sur les nouvelles lois en préparation au Parlement. Dans une soixantaine de minutes environ, ainsi qu'il en est de coutume au grand rendez-vous, nos auditeurs, grands témoins de ce programme, vous adresseront quelques questions en direct. D'abord, le vague débat sur la révision de la Constitution. Cette polémique que nous tenterons de comprendre a donné droit à beaucoup d'excitation, à beaucoup de fébrilité, disons même d'imprécation. Cette semaine, la Constitution du 11 décembre 1990 a servi notre démocratie depuis 27 ans. Les Béninois ont toujours voulu d'une révision constitutionnelle non opportuniste, non intéressée en début de mandat, qui ne débouche pas sur une nouvelle république, qui ne permette pas de s'éterniser au pouvoir, une loi fondamentale destinée à mieux servir notre démocratie. C'est, semble-t-il, l'option faite par le gouvernement. Mais alors que le texte concerné n'est même pas encore transmis à l'Assemblée nationale, une polémique éclate. Vous la comprenez, cette polémique? Je crois que cette polémique est fondée. Elle est fondée à partir du moment où la révision de la Constitution, telle que ça se présente aujourd'hui, elle soulève matière à contestation. Ah, déjà? Oui, déjà. Parce que on est en train de parler d'une révision qui a subi, le thème même a subi, le lexique a subi une modification depuis quelques jours. On parle de toilettage de la Constitution. Alors, si c'est un toilettage qui aborde 30 points, qui sont quand même des points quand même fondamentaux de notre Constitution, je pense que ce n'est plus un toilettage. Vous avez déjà vu la proposition ou le projet? Le projet. Vous l'avez vu, vous? On a eu quelques retours. Comme vous l'avez dit, le thème n'a pas encore été porté, mais on a quelques retours. Et en fait, aujourd'hui, le problème qui se pose sur deux niveaux. Un, sur le niveau de la démarche qui a été engagée par le gouvernement, ok, et sur le contenu même, sur la matière qui est sujet à réforme ou à révision. Allons-y un à un. Sur la démarche, qu'est-ce que vous reprochez à la démarche? Bon, sur la démarche, ce qu'on pourrait reprocher aujourd'hui, c'est que le peuple, dans son ensemble, n'a pas été suffisamment associé. Parce que, vous voyez, si la matière, le point focal de cette révision porte sur le mandat présidentiel. OK? Et lorsqu'on sait qu'il y a déjà, c'est une matière sensible, et qu'il y a déjà une décision de la Cour constitutionnelle sous Robert Dessous, qui a déjà statué en cette matière pour dire qu'il y a des matières sur lesquelles on ne devrait pas pouvoir intervenir, sauf dans le cadre d'un consensus national, je pense qu'il y a un souci là. Oui, mais de quoi vous plaignez-vous, puisqu'il y a une jurisprudence constante de la Cour en la matière? Si la démarche du gouvernement ne respecte pas la jurisprudence de la Cour, elle sera cassée.
puisque vous venez de l'évoquer vous-même, il y a une décision antérieure de la Cour constitutionnelle qui indique la démarche à suivre. Mais ce qui, personnellement, ne me paraît pas suffisamment clair sur ce que vous appelez la démarche et que beaucoup de personnes ont évoqué cette semaine, c'est qu'on a observé que le 1er août dernier, le chef de l'État a réitéré son envie de consulter le peuple du Bénin par référendum. On a parlé de consultation populaire avant décembre 2016 afin de réviser la loi fondamentale. Tollé général, commentaires incisifs et insinuations diverses. Rappel à l'ordre de la Cour, vous vous en souvenez, ramenant l'exécutif vers la voie parlementaire. Le chef de l'État revient sur ses pas et annonce qu'il saisira bientôt l'Assemblée nationale pour des amendements à la Constitution. Alors même que ce texte n'est pas encore parvenu aux députés, certains hurlent encore référendum. Bon, enfin, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que nous voulons concrètement? L'idéal serait que une telle réforme puisse avoir la légitimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une telle réforme puisse être issue d'un consensus populaire. Oui, mais est-ce que le gouvernement n'a pas le bénéfice de n'avoir pas encore introduit le projet à l'Assemblée nationale, donc n'avoir pas encore officiellement engagé le débat? C'est la question que je pose justement, Vigile, parce que j'ai l'impression que nous débattons sur du vent, que nous débattons sur un truc qui n'existe même pas. Vous n'avez pas le sentiment, vous? Aujourd'hui, le débat ne fait que traduire les inquiétudes de population. Alors, soyons concrets. Si vous parlez de légitimité, de large consultation, comment cela aurait pu se faire si vous avez été, par exemple, le conseiller du chef de l'État, qu'auriez pu vous conseiller au président de la République? Si j'avais été le conseiller du chef de l'État, je lui aurais conseillé de procéder par voie référendaire. Oui, mais la procédure, elle est simple. Le chef de l'État a décidé de procéder par voie référendaire. Vous savez qu'il y a 2 phases dans la démarche de révision de la Constitution. Et la première phase qui suppose l'adoption même du projet, et la deuxième phase, l'approbation du projet, et puis l'adoption du projet. Alors, quel que soit le schéma, la démarche oblige le gouvernement à passer par l'Assemblée nationale. Bien sûr. Ou bien le gouvernement décide de faire son référendum. Non, bien sûr. Bon. Alors, le projet n'est même pas encore à l'Assemblée nationale et puis il y a débat. S'il doit avoir référendum, c'est l'Assemblée nationale qui doit indiquer la voie à suivre, me semble-t-il. Ou je me trompe? Bien sûr. Vigile. Selon la proportion du vote, est-ce que ce n'est pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui de décider, oui ou non, du référendum, M. Fassino? Bien sûr, l'Assemblée nationale... Selon la Constitution du Bénin, bien entendu. Oui, l'Assemblée nationale garde cette prérogative, c'est clair. Ce qui serait souhaitable aujourd'hui, c'est qu'on ait que la double option, c'est-à-dire que la voie référendaire et la voie parlementaire, que à partir du moment où la proposition de loi est introduite et que l'Assemblée a choisi une option, s'il a choisi l'option de la voie référendaire, si le quorum est atteint, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où le quorum n'est pas atteint, le texte prévoit ce qu'il faut faire. Est-ce que le procès fait aujourd'hui, c'est au gouvernement, à l'exécutif qu'il faut le faire, ou il faut plutôt mettre la pression sur l'Assemblée nationale pour qu'il convie les Béninois plutôt à un référendum, donc en ne donnant pas les 4/5 au texte? Je crois qu'il y a une nuance à lever à ce niveau, parce que j'ai l'impression qu'on cherche à faire croire que ce sont les députés qui ont la responsabilité aujourd'hui du choix qui va se faire. C'est qui est responsable? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement avait choisi initialement une voie référendaire, ok. Après, il s'est retourné vers le Parlement. Et aujourd'hui, je crois qu'on a tendance à nous faire croire que c'est les députés qui vont faire le choix. C'est vrai, dans la procédure, c'est les députés qui font le choix. Mais à partir de... Oui, allez-y. Oui, c'est-à-dire ce que je veux vous faire comprendre. Si les options du président ne sont pas connues, parce que le président préalablement... Oui, allez-y. Le projet de révision doit être validé par les députés aux 3 quarts. Ensuite, si c'est la voie référendaire qui était l'option fondamentale retenue par avance,
on va au référendum, même si les députés avaient voté au 4/5. OK? Par contre, si c'est la voie parlementaire qui est retenue, il s'agira de vérifier le quorum pour que la révision soit adoptée. C'est une explication importante à apporter pour indiquer au gouvernement qui ne pourra pas tenir les députés responsables du choix ou non d'aller devant le peuple. Donc, la responsabilité incombe au gouvernement. Enfin, je ne comprends pas votre logique, M. Fassinou. C'est le gouvernement qui vote, la Constitution à l'Assemblée nationale. Non, c'est ce que nous étions en train de dire. Ça me rappelle l'une des expressions de l'un de nos amis communs, un personnage, mais lui qui a souvent l'habitude de parler de procès en sorcellerie. Puisqu'on parle de quelque chose, nous nageons en pleine conjecture, M. Fassinou, vous devez en convenir. Oui, bien sûr. Bon, nous sommes dans des conjectures. Où est le projet dont on parle? Que sait-on de ce que feront les députés? Encore que le vote des députés est absolument individuel, il ne s'agit pas de vote groupé, me semble-t-il. Alors, le gouvernement n'est pas présent à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, mais je cherche à comprendre la logique qui sous-tend ce débat qui, à mon avis, est totalement incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi il y a ce débat. Maintenant, alors même que le projet n'est pas transmis à l'Assemblée nationale. Alors, je vais poser une question. Quand est-ce que commence la procédure de révision de la Constitution? Et donc, à quel moment devrait commencer le débat, à votre avis? Le débat, en principe, devrait commencer à partir du moment où la matière est connue. Le texte est connu. Mais le texte n'est pas connu maintenant. Donc, en principe, il faut me le regarder, en principe, il ne devrait pas avoir débat. Puisque nous ne connaissons même pas le texte. Et nous bavardons sur un truc qui, ma foi, n'existe pas. J'ai vu le garde des Sceaux sur la télévision nationale cette semaine annoncer un calendrier. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent pour annoncer ce calendrier. Sans doute que le document serait peut-être transmis à l'Assemblée nationale avant la fin de ce mois. Mais ce n'est pas si évident que le document soit voté avant la fin de ce mois. On verra bien comment l'Assemblée a son calendrier, lui aussi, elle aussi, pardon. Donc on verra bien comment ça va. Je pense que c'est justement l'absence de communication qui crée ces inquiétudes-là. On aurait dû on en sait très peu. Qu'est-ce qu'on devait communiquer? Il y a eu, me semble-t-il, une commission, la commission Diogbenou qui a travaillé. Il y a eu des options que le président a eu à faire. Laissez-moi, je vais finir, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Il y a la commission Diogbenou, enfin le président de la République qui est venu au pouvoir avec des options dans sa tête. Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Mais il n'est pas constitutionnaliste, que je sache. Et donc il a mis en place une équipe de personnes, de sachants, comme on le dit, pour donner une forme à ces idées. C'est ce que je comprends. Si ce n'est pas le cas, vous me corrigerez. Alors, ce rapport existe, et ce rapport, je crois l'avoir vu circuler sur les réseaux sociaux cette semaine. Alors, est-ce que, de votre point de vue, la mouture finale du document qui doit parvenir au Parlement doit être différente de ce que cette commission-là a proposé? Parce que pour les confidences que j'en ai reçues, et d'ailleurs les déclarations qui ont été faites par quelques membres de cette commission, il y a eu énormément de choses sur lesquelles le consensus s'est dégagé au sein de la commission. Et quand vous voyez la configuration de la commission, c'est assez clair. Maintenant, il y a des points de désaccord. Et ces points de désaccord, pour ce qu'ils ont dit eux-mêmes, sont laissés, n'est-ce pas, à la décision du chef de l'État qui doit faire ses options et les assumer. Alors, qu'est-ce qui, de votre point de vue, pose problème dans ces options qui sont faites, les options générales qui sont faites? Qu'est-ce qui pose problème? Ou alors, quels sont les points de désaccord qui vous posent problème? Bon, déjà, il faut dire qu'il y a eu une commission qui a travaillé sur cette question. Et il est bien que le rapport de la commission soit connu. Mais la commission n'a pas tranché les questions. Elle n'a fait que des recommandations. C'était son mandat de trancher les questions, non? Bon, c'est ce qu'on attendait de la commission. Ah, d'accord. C'est ce qu'on attendait de la commission. Et elle n'a fait que des recommandations. Et il revenait au président de la République de prendre des options, de choisir des options et de les signifier, de les dire pour qu'on sache sur quelle base on est parti. Et c'est justement ce flou
qui occasionnent les inquiétudes aujourd'hui. Justement, M. Fassinou, est-ce que ce n'est pas l'heure aujourd'hui de connaître les options choisies par le chef de l'État, et cela à travers le projet qui va être transmis à l'Assemblée nationale? Est-ce que le débat n'est pas prématuré? Est-ce qu'il n'y a pas comme une inobservance du temps qu'il faut, n'est-ce pas, la patience de voir le projet à l'Assemblée et donc de découvrir ensemble avec tous les Béninois ce que le président a proposé? Je pense que le gouvernement aurait bien fait de communiquer le contenu. Ça ne lui coûte rien et ça permet aujourd'hui d'associer toutes les composantes de la nation. Si tout le monde a accès au contenu, si tout le monde comprend ce qui est dit, s'il convainc tout le monde, je ne vois pas où est-ce que ça va poser un problème. Justement, parlant de cela, dites-nous, quelle est votre option que vous auriez suggérée à l'Assemblée nationale une fois que le projet lui serait parvenu? Qu'est-ce qui devrait être fait de votre point de vue pour qu'il ait cette large consultation-là autour du texte, que les Béninois, tous les Béninois de toutes les franges puissent se prononcer? Je vois que si je devais faire une recommandation en ce sens, ce serait la vulgarisation du texte. De quelle manière? On a toutes les options, les médias, la presse écrite, parce que j'estime que tout le monde, pour des questions aussi sensibles, tout le monde doit pouvoir savoir de quoi il s'agit et pouvoir avoir une idée claire. L'ancien ministre chargé des relations avec les institutions de Boni-Yayi, Gustave Sonneau, a suggéré une assemblée constituante pour connaître du texte, donc pour que toutes les franges de la population puissent être représentées et puissent dégager un texte qui va faire objet de consensus, on va dire, pour régler toutes ces polémiques qui alimentent aujourd'hui l'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi c'est une bonne idée? Hier, j'écoutais quelqu'un qui a été membre de cette commission qui estimait qu'une assemblée constituante, que c'est totalement incongru. Incongru de ce fait qu'en 1990, alors que nous sortions d'une période de grave crise politique et sociale, il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas une passerelle pour que les gens se parlaient. D'où c'est de là qu'est venue l'idée de l'Assemblée constituante. Nous sommes dans une république qui fonctionne, qui marche, il y a des institutions qui fonctionnent. D'où vient l'idée de l'Assemblée constituante? Non, à quoi ça sert? La proposition de Gustave Sonneau, et à la fin, il disait que le résultat issu donc de cette Assemblée constituante va être soumis au chef de l'État qui portera le projet à l'Assemblée nationale. Donc, ça n'enlève pas la souveraineté, disons, les prérogatives du chef de l'État. Oui, mais c'est quoi la vertu d'une telle approche, Monsieur Fassinou? Moi, je pense qu'une telle approche garantit la légitimité de ce qui se fait. Et donc, ce qui se fait là est dépourvu de toute légitimité. Je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas le symbole de la légitimité? L'Assemblée nationale est la représentation de la nation, certes. Mais pour des questions aussi fondamentales, et lorsqu'on sait qu'entre aujourd'hui le député qui est élu à un moment donné, et ce qu'il peut représenter, le citoyen qu'il est censé représenter à un moment T+1, il peut y avoir discordance sur les options. Je crois qu'il est préférable pour des questions aussi essentielles de retourner vers la base. Donc, à votre avis, il faut consulter les 10 millions de Béninois que nous sommes pour engager ce processus. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est par quel mécanisme, sous quelle forme doit-on consulter ces 10 millions? Est-ce que on crée des bureaux de vote, chacun vient mentionner ses observations sur le test? Est-ce que on ouvre un grand hall quelque part où les gens défilent pour déposer leurs amendements? Encore que, pour ce que j'ai entendu dire, la commission Diogbenou avait recueilli un certain nombre d'observations par écrit de plusieurs personnes qui avaient des choses à proposer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, à votre avis? C'est au gouvernement de prendre les dispositions qu'il faut. Mais ce qui est essentiel à retenir, c'est qu'il faut trouver un moyen pour associer tout le monde à la chose. Et c'est la seule condition qui garantit la faisabilité de cette
de cette réforme. Autrement, ce n'est pas faisable. Pourtant, la même Constitution prévoit quand même les mécanismes de révision de la Constitution. Parce que vous préconisez cette histoire d'assemblée constituante, ce que vous dites là se trouve dans quel texte? C'est vrai que ce n'est pas prévu par les textes. Mais d'un autre côté, je vous ferai remarquer que la conférence de 1990 aussi n'était pas prévue. Ah oui, on était dans une situation exceptionnelle de crise. C'est pas le cas maintenant, ou bien nous sommes en crise. Qu'est-ce qui vous pouvez croire qu'on n'est pas dans une situation... Ah ben, expliquez-vous. Montrez-nous combien on est en situation de crise. La crise, c'est quoi, à votre avis? Il y a crise dès lors que les différentes composantes de la nation ne s'entendent pas. Quelles sont les composantes qui, selon vous, ne s'entendent pas aujourd'hui? Aujourd'hui, vous voyez bien que la question de cette révision, notamment la question du mandat présidentiel, est sujet à contestation, c'est évident. La contestation est où? Vous avez consulté combien de personnes? Vous avez fait une enquête pour qui vous fonde à faire une affirmation de cette nature-là? Combien sont les Béninois qui sont contre le mandat unique? Combien sont ceux qui sont pour? On n'a pas de texte, on n'a pas de documents, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de faire des affirmations aussi péremptoires, M. Fassinou. Vous n'êtes pas d'accord? Mais on n'a pas d'éléments non plus pour qui nous permettent de faire des affirmations. Donc ne le faites pas. Moi, je n'en fais pas. Non, ne le faites pas non plus. Oui, mais sans adresser donc la question, enfin je pose la question comme ça, est-ce que, même si la Constitution a prévu sa révision, l'inopérationnalité donc de cette révision depuis 2001, est-ce que cela ne constitue pas en soi une crise, donc un blocage qui pourrait amener à une solution en Constitution, comme le sujet beaucoup? La question est à qui? Je la balance comme ça. Donc, l'invité ici, c'est M. Fassinou. Non, c'est pas moi je ne réponds pas aux questions, je pose. Je suis là pour les poser. Alors, vous avez semblé développer une idée tout à l'heure, se rapportant à l'Assemblée nationale. J'ai cru lire un truc en préparant cette émission. Je me suis dit, je vais vous soumettre cette idée, puisque vous êtes juriste, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors, c'est un confrère à nous qui est par ailleurs juriste et qui suit la polémique de la révision de la Constitution, a écrit ceci: l'Assemblée nationale n'est pas un contre-pouvoir, elle est le pouvoir législatif. Elle n'est pas l'opposition au pouvoir exécutif. La séparation des pouvoirs ne veut pas dire opposition des pouvoirs. Fin de citation. Qu'est-ce que vous en pensez? La séparation des pouvoirs ne veut pas dire opposition des pouvoirs. Certes, la séparation des pouvoirs ne veut pas dire opposition des pouvoirs. Mais il est clair que l'Assemblée nationale est là pour garantir les droits et les libertés du peuple. Et à ce titre, elle doit essayer de contenir les tendances de l'exécutif aux abus. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en ce sens, je ne pense pas que le premier rôle d'une Assemblée nationale est d'appuyer l'exécutif. Or, c'est à ça qu'on assiste. C'est de bloquer l'exécutif. Non, pas de bloquer. Mais c'est de ça qu'il parle ici. Est-ce que le rôle du Parlement est de bloquer l'exécutif ou de jouer sa partition en contrôlant l'action gouvernementale et puis en légiférant? Je crois que c'est les deux principales missions classiques de l'Assemblée nationale. Bon. Le Parlement doit contrôler l'action gouvernementale. C'est ce qui est souhaitable et c'est ce qui est requis. Et en ce sens, les textes sont prévus, tous les mécanismes qu'il faut. Normalement. Okay. Donc je crois que j'ai répondu à la question. Ah déjà, bon. Ok. Alors les griefs que nous avons, j'ai écouté un peu les médias cette semaine, j'ai lu beaucoup de choses sur les forums sociaux. Les griefs sont retenus aujourd'hui contre le test des amendements à la Constitution que personne, ni vous, ni moi, n'avons vu. Et c'est quoi ces griefs? Ce qu'on entend souvent dire, c'est on cache le test, on précipite les choses, le test est invisible, on veut imposer les nouvelles dispositions au peuple, etc. Certains pensent qu'il s'agit d'agitation politicienne dont l'objectif est d'intenser un procès de je ne sais pour quelle raison. Sinon, à votre avis, c'est quoi le vrai problème?
Parce que moi, personnellement, je ne sais pas si Vigile arrive à déceler le vrai problème, mais moi, je ne l'ai pas compris. Le problème qui se pose, est-ce qu'on demande au gouvernement de violer les procédures qui sont prévues pour réviser la Constitution en organisant une consultation générale, en distribuant le texte, en organisant des réunions pas communes, je ne sais pas, enfin j'imagine quoi. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire d'abord avant de se décider à transmettre le texte à l'Assemblée nationale qui doit statuer là-dessus? En fait, c'est ce qui cause, ce qui porte à contestation aujourd'hui, c'est l'absence de visibilité. Je l'ai déjà dit une fois, c'est l'absence de visibilité. On n'a pas suffisamment de visibilité sur ce qui est en train de se faire et ce qui va se faire, c'est-à-dire le contenu de la chose. Mais pour que vous ayez la visibilité dessus, il faut que le document existe. Mais par contre, pour ce qu'on en sait, pour le peu qu'on en sait aujourd'hui, il semblerait que ça va porter sur un mandat unique et on aurait tendance à nous faire croire que le fait de choisir l'option d'un mandat unique limiterait les abus du président de la République, limiterait ses excès. Mais la question essentielle qui reste posée, c'est à partir du moment où le monsieur il a un mandat unique à faire, il sait qu'il n'est là que pour un moment et qu'il n'y a pas de mécanisme à la fin pour l'évaluer, il n'y a pas de mécanisme pour le sanctionner. Il n'y a pas de mécanisme... Vous ne pouvez pas affirmer ça puisque vous n'avez pas vu le test. Parce que pour ce que j'ai appris, les prérogatives exorbitantes du président de la République, parce que vous êtes d'accord, vous avez devant vous la Constitution, que nous avons un président de la République super puissant. Nous sommes dans un régime présidentiel fort, c'est comme ça on dit, non? Bon, n'étant pas constitutionnel, je ne voudrais pas affirmer des choses que je ne sais pas. Mais nous sommes dans un régime présidentiel où le président de la République est très fort. Et de ce qui est proposé par le président de la République, qui lui a ses idées sur la question, c'est d'abord de dégrossir les prérogatives du chef de l'État, de les amincir et de les réduire. Alors, si on réduit les prérogatives du chef de l'État et qu'on donne beaucoup plus de pouvoir aux autres institutions de la République, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a une sorte d'équilibrage des forces? Normalement, oui. Normalement. D'accord. Alors, mais en fait, cette tendance n'est pas forcément observée sur toutes les réformes engagées. Sur c'est pas observé. Sur les nouvelles lois. Sur les propositions de loi. Non, on va y venir aux nouvelles lois. Pour l'instant, nous parlons de la Constitution. Oui, mais au finish, est-ce qu'on ne se réduit pas à constater qu'on fait un procès prématurément, encore une fois, M. Facine? Si vous tenez compte des inquiétudes qui sont aujourd'hui les inquiétudes légitimes du peuple, vous voyez que ce débat-là est normal. Mais les inquiétudes qui se tiennent, M. Facine, il me semble que ces inquiétudes sont un peu hors des procédures qui sont prévues pour la révision de la Constitution. D'accord? Et enfin, c'est là où, personnellement, je n'arrive pas à comprendre le fond même du débat qui est fait actuellement. Les inquiétudes, est-ce que ce n'est pas un peu hors de la procédure? Puisque si le projet ou le test, je ne sais pas comment on appelle ça, parvient aux députés à l'Assemblée nationale, et ils ont une certaine obligation de consulter peut-être leur base, de faire des débats autour à l'Assemblée nationale. Mais j'ai l'impression que le débat qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on envoie le projet et puis nuitamment les députés s'enferment et ils votent ça. Mais au moins à l'Assemblée nationale, il doit y avoir un débat. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Alors, vous déniez totalement le pouvoir de débat aux députés? Non, pas du tout. Bon, pas alors, l'inquiétude se trouve... Monsieur Didier Facine, n'est-ce pas la proposition, donc, cette affirmation du ministre garde des Sceaux de déclarer le mois de mars, mois de la révision de la Constitution, qui vous fonde à dire ce que vous dites? Bien sûr. Parce que pour vous, il n'y a pas de temps pour la consultation, apparemment, selon l'agenda. Il faut laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Et user du temps nécessaire pour les faire correctement. Le temps nécessaire, c'est combien de mois, par exemple?
à votre avis? Moi, je ne saurais si vous situez sur oui, ça. Mais je dis qu'il affirmé qu'il faut le temps nécessaire pour le faire. Le temps nécessaire, c'est combien de semaines, combien de mois? Les tests, tous les mécanismes sont prévus. Bon, voilà, laissons les tests fonctionner. Mais vous voyez déjà qu'il y a déjà quelqu'un qui vous dit que le mois de mars, c'est le mois de la révision. Ça nous inquiète. Et quand même le nombre de têtes n'est pas encore porté à l'Assemblée, vous ne pouvez pas nous blâmer de nous inquiéter. Vous êtes d'accord? Non, je ne vous blâme pas. C'est une inquiétude légitime. Je pose des questions et j'aimerais comprendre. Moi-même, personnellement, pour une fois, je fais une émission sur un sujet que je comprends à peine. Et ça me traumatise autant que vous, monsieur Fassin. Je pose des questions. Vous êtes notre invité de jour et comme vous êtes juriste, moi, je voulais comprendre le problème même, le problème qui fait objet du débat. Alors, dans tout ce qui a été annoncé comme réforme, puisque vous parlez de l'ADSO, comme réforme par le rapport de la commission Diogbenou que vous avez certainement lu avant de venir dans ce studio, quels sont les points qui vous posent problème en tant que juriste? Au niveau de la révision de la Constitution? Oui, par rapport au rapport Diogbenou. Je reviens toujours à la même question, enfin au même point. Le mandat présidentiel. C'est finalement le seul point. C'est le point essentiel. Le mandat présidentiel. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir quelle est l'urgence, l'opportunité d'opter pour un mandat unique. Oui, mais à la limite, si le mandat unique passait, M. Didier Fassinou, est-ce que, puisque vous certifiez, vous affirmez qu'aujourd'hui, la plupart des Béninois sont contre cela, si par magie, l'Assemblée nationale faisait passer ça tout de même, est-ce qu'il n'y a pas aussi, disons, l'opportunité de voir cela vite révisé, de revenir à notre traditionnel un mandat x2? Je n'ai pas compris la question. Oui, mais si, comme vous affirmez, la plupart des Béninois sont contre le mandat unique, si, comme vous insinuez également... Je n'ai pas dit que la plupart des Béninois sont contre le mandat unique, j'ai dit qu'il y a des Béninois qui sont contre le mandat unique. Oui, mais... Et qui sont nombreux. Voilà, donc, ils sont nombreux, mais on est en démocratie ici... Ils ne sont pas aussi nombreux, que ceux qui le veulent, ou bien s'ils sont plus nombreux que ceux qui n'en veulent pas, etc. Et cette proportion-là joue. Nous sommes en démocratie, vous le savez bien. Oui, et si c'était cela, et que c'était contre la volonté du peuple, que l'Assemblée et le gouvernement s'entendaient pour faire passer cela ainsi, au cas où on ne va pas au référendum, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette opportunité-là de vite revenir là-dessus à travers une révision qui va aller cette fois-ci plus vite que celle de 1990? Vous voyez que, en fait, tous ces gymnastiques a une incidence coût. Et à l'heure où on est en train de mobiliser les ressources, à l'heure où nos recettes sont en train de baisser, du moins d'après ce qui se dit dans les journaux et tout, je ne pense pas que ce soit le lieu de diversifier, enfin, de dépenser l'argent du contribuable sur des questions qui ne sont pas, pour moi, qui ne sont pas opportunes. Quelle question n'est pas opportune? La question du mandat dans la révision de la Constitution. C'est ça qui n'est pas opportun. Ouais. Oui, mais enfin, on va faire la révision quand même. Vous savez, le président Talon n'est pas le premier à avoir voulu réviser la Constitution. Sous le président Iboni. On avait eu cette question a été déjà à l'ordre du jour. Mais je suis surpris que ceux-là qui se sont farouchement opposés contre la révision de la Constitution reviennent aujourd'hui nous disent qu'il fallait le faire. Ce que je ne comprends pas dans votre discours, vous qui êtes juriste, c'est que vous êtes en train de développer l'idée selon laquelle il faut du tout pas toucher à la Constitution. C'est ce que vous soutenez? Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Parce que vous parlez d'urgence, il n'y a pas d'opportunité pour réviser, etc. Alors que tout le monde est d'accord qu'il y a des imperfections dans notre Constitution qui, à l'épreuve de la pratique, se sont révélées et qu'il faille quand même amender. Vous êtes tout au moins d'accord sur la question? Bien sûr. Parce que si vous retournez, revenez au corpus constitutionnel que nous avons, et notamment la décision DCC du 20 octobre 2011, qui dit qu'il y a des matières sur lesquelles on ne doit plus aujourd'hui, qui ne doit plus, sauf consensus national,
on ne peut porter une modification. Très bien. Consensus national. Comment cela se manifeste, le consensus national? C'est dans les marchés, dans les gares routières, dans les établissements scolaires, universitaires. Comment le consensus national que vous venez d'évoquer, comment le note-t-on? Il faut consulter la population. En quoi faisant? Un référendum. C'est ça le consensus national? C'est ça ce que la Cour a dit? Oui, mais est-ce qu'on n'a pas une soupape de sécurité qu'est la Cour constitutionnelle là? Est-ce que si, comme vous l'avez dit, c'est cette décision qui est violée, la Cour constitutionnelle n'a pas cette prérogative de revenir là-dessus, de remettre... Bien sûr, la Cour constitutionnelle a la prérogative d'arbitrer, c'est clair. D'arbitrer. Et donc, du coup, vos inquiétudes tombent légitimement. Oui, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de les avoir. D'être inquiet. Oui. Vous avez fait une option d'être volontairement inquiet. Tant mieux. Alors, nous allons avancer. Quel est votre avis sur la réforme du système partisan qui est quand même annoncée dans cette opération de modification de la Constitution, réforme du système partisan qui, in fine, conduira inévitablement à un regroupement des partis politiques? C'est, à mon avis, je ne trouve pas ça utile. Ah, ça non plus. Il faut laisser la pluralité telle qu'elle. Il faut laisser notre pays avec 275 partis politiques. Non, le problème n'est pas là. Et de la même manière, il ne faut pas aussi essayer de... Il faut pas confondre les diverses composantes. Que faut-il faire alors? Il faut trouver, je sais pas. Il faut trouver quoi? Une solution. Vous êtes, vous êtes contre pas principe finalement, monsieur Fassino. Vous êtes contre toutes les propositions, mais là vous ne les défendez pas, vos opinions. Si nous sommes dans un pays où nous avons 275 partis politiques, et un confrère dit qu'il y en a qui tiennent dans l'effectif total tient dans une cabine téléphonique, et des partis, des mouvements, des trucs bizarres où on sort d'ici, on entre par là, on crée aujourd'hui, on défait demain. Tout ce spectacle, ce méli-mélo, ce capharnaüm là, ça vous plaît? On continue comme ça? Non, bien sûr, ça ne peut plaire à personne. Ah ben, si ça ne plaît, ça ne vous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un moyen de mettre de l'ordre. Ah, et le moyen, selon vous, c'est quoi? Non, je ne dis pas que la proposition, en fait, c'est une proposition, encore c'est à l'état d'une proposition. Je ne dis pas que la proposition est mauvaise. Je dis qu'elle est à pas faire. Elle est à pas faire. Et quels sont les mêmes? Quels ingrédients pensez-vous qu'on devrait y mettre pour mieux l'assaisonner? Alors, nous allons progresser sur un autre sujet. Le président de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale porte une proposition de loi qui a semblé, là encore, inquiéter certaines personnes cette semaine. C'est la saison des inquiétudes, finalement, Vigier. La proposition de loi sur le renseignement, 19 articles en 7 chapitres, et je cite: pour encadrer juridiquement l'activité de recueil du renseignement, déterminer les procédures applicables au renseignement, déterminer les types de renseignements à recueillir, identifier l'organisme habilité à recueillir les renseignements et définir le rôle des opérateurs de communication dans l'exploitation des renseignements recueillis, etc. Fin de citation. Il semble qu'à vous aussi, cette proposition de loi pose un problème. Bien sûr. Lequel? C'est une proposition de loi. Vous avez lu la proposition de loi? Vous avez lu l'article 11? L'article 11 dit que celui qui, dans l'activité de recueil du renseignement, dans le cadre de cette loi, commet une infraction, est pénalement irresponsable. C'est très grave. D'accord. Ça, c'est le point 1 qui vous pose problème. L'article 11. Un autre article? Deuxièmement, je vous rappelle là, que le recueil de renseignement est déjà encadré par une loi, par le Code de procédure pénale, qui couvre la majorité des aspects que soulève cette nouvelle proposition de loi. Donc je n'en vois pas l'opportunité. Pour vous, qu'est-ce que cela cache à cette proposition? Pour moi, cette proposition vient corroborer des choses qui se font déjà. Ah oui? Oui. Des choses comme quoi?
vous aurez remarqué depuis un moment donné, les libertés publiques sont menacées. Les libertés publiques sont menacées. On se rappelle bien de l'épopée avec les étudiants, les syndicats. Donc voilà. Donc pour ça, on laisse tomber la loi sur le renseignement. Alors, est-ce que l'environnement sous-régional perturbé et la menace des attaques terroristes ne devrait pas amener à entrevoir cette proposition de loi sous une perspective plus raisonnable, M. Fassino? La disposition existante du Code de procédure pénale a déjà... Dans les autres pays où le terrorisme, parce que j'ai l'impression, j'ai écouté un certain nombre de débats cette semaine qui m'ont quelque peu amusé et fait sourire, certains ont l'impression que nous sommes à l'abri du terrorisme, parce que vous croyez que ces personnes-là croient que quand les terroristes veulent frapper quelque part, ils informent les gens, écoutez les gars, nous venons. Et donc on croise les bras, on regarde, on ne prend aucune précaution, on ne prend pas de disposition. Donc on laisse faire jusqu'au moment où on est surpris quand il y a beaucoup de morts, et puis après on va réagir. C'est ça qu'il faut faire. Non, en fait, les pays où ce genre de disposition a été pris. C'est dans le code de procédure pénale. Quand je prends les États-Unis, ok, c'est pour couvrir leurs soldats qui font des opérations à l'extérieur. Et le juge n'est pas absent de la procédure. Le président américain n'a pas la possibilité de faire écouter quelqu'un. Mais quand vous lisez la proposition de loi relative au recueil de renseignements, le président nomme le coordonnateur. Le président peut faire écouter quelqu'un. Le juge est totalement absent de la procédure. Et c'est ça qui nous inquiète. Si cette proposition de loi est, à tout point de vue, un problème, que faire alors pour qu'elle ne passe pas? Qu'elle ne soit pas érigée en loi? Il s'agira de réveiller les parlementaires. Ah bon, parce que vous prenez les députés finalement, j'ai l'impression que les débats qui se mènent là, on prend les députés pour des, comment on dit ça, des majeurs qui ne savent pas réfléchir. La question n'est pas là. Bon, alors, donc quand une loi est mauvaise, qu'elle arrive à l'Assemblée nationale, les députés ne réfléchissent plus, ils votent comme des moutons. C'est ce que vous insinuez? Je n'insinue rien, mais je vous rappelle que le budget qui a été voté récemment a été voté à l'unanimité. Et aujourd'hui, vous voyez les insuffisances. C'est quoi les insuffisances du budget? Vous avez... Moi, je ne suis pas fiscaliste, je n'ai pas l'avantage d'être financier comme vous. Peut-être que vous allez nous expliquer. Nul n'est sans savoir aujourd'hui que le budget a été remis en cause en l'état où il a été voté. Donc, si les parlementaires, tous autant qu'ils ont voté ce budget-là à l'unanimité... Ils sont capables de tous les autres péchés. Je pense qu'il est nécessaire de les éveiller. À cette allure, il va falloir trouver un groupe de citoyens pour aller remplacer les députés qui doivent voter désormais les lois, M. Fassino. Je voudrais seulement qu'ils prennent conscience de ce qui va se faire. La loi sur le recueil de renseignements, si jamais cette loi passait, vous imaginez les implications. On serait tous sous la coupole d'un service de renseignement. Donc vous pensez que vous là actuellement vous n'êtes pas écouté et que c'est cette loi qui fera que vous serez écouté peut-être. Je vous ai dit en amont. Donc vous ne savez pas que dans ce pays il y a certaines personnes qui sont écoutées. Je vous ai dit en amont que je crains que cette loi ne vienne corroborer des choses, des pratiques qui sont déjà en cours. Donc je crois que j'ai répondu à cette question. Mais est-ce que vous connaissez un seul pays au monde, un seul, pour m'en donner l'exemple, où il n'y a pas de services de renseignement qui mettent des gens sur écoute, ne serait-ce que pour des questions de défense et de sécurité? Bien sûr, mais il y a une procédure. Et le juge est impliqué. Mais regardez, lisez la loi, la proposition de loi. Vous verrez. Le juge est absent de toute la procédure. Oui, mais le citoyen est livré dans son intimité. Monsieur Fassino, et ça, c'est dangereux. Ça veut dire que vous serez écouté. Je serai écouté. Mais là où vous êtes, vous n'avez aucune certitude que vous n'êtes pas écouté, M. Fassino. Non, c'est le problème. Le problème. Si on veut vous écouter aujourd'hui, bien sûr, si on veut vous écouter, de quel moyen disposez-vous pour empêcher qu'on vous écoute? Aujourd'hui, si on doit m'écouter, oui, on est censé passer par une procédure pénale qui existe déjà et où je suis plus ou moins protégé. Mais dans la nouvelle proposition de loi, on m'écoute quand on veut, comme on veut. Enfin, même suivant la procédure, quand les gens posent des questions de menaces
à la sûreté de l'État, par exemple, pour des questions de défense nationale, veulent vous écouter, ils doivent requérir une procédure, impliquer le juge d'abord avant de vous écouter. Très bien, Vigile. Oui, mais à ce degré de dangerosité, on peut dire que le silence des organisations de défense des droits de l'homme, ça doit être aussi condamnable. Est-ce que les organisations de défense des droits de l'homme se sont tues? Je n'en sais rien, mais je sais au moins qu'il y a Amnesty International et Social Watch. Sur cette proposition de loi, elles se sont prononcées? Qui avaient déjà manifesté des inquiétudes par rapport aux libertés, à la confiscation des libertés. Voilà, donc je crois que ça rentre dans ce cadre-là. Alors, parlons à présent de questions sociales. Cette semaine, Paul Issei-Eko, le tout-puissant secrétaire général de la non moins puissante CSTB, a lancé le mouvement « Ça suffit, on en a marre » au moyen d'un meeting à la Bourse du Travail le 9 mars dernier. Il est revenu, Paul Issei-Eko, sur le sujet comme une rengaine répétée autant par certains politiciens que par des journalistes, que le peuple a faim. Pour cette raison, Paul Issei-Eko annonce le début d'un grand bras de fer avec le gouvernement. Que vous inspire ce bras de fer annoncé? Paul Issei-Eko n'est pas le premier à dire que le peuple a faim. Le président même a dit. Il a dit, je sais que ça ne va pas, je sais que vous souffrez. Et il est allé jusqu'à nous donner un calendrier. Il dit, d'ici 1 an, 2 ans, ça ira. C'est ce qui nous a été dit. Je pense que ce mouvement qui va être lancé n'est que l'expression d'un ressentiment populaire. Alors, la question que moi j'aimerais vous poser, le peuple a faim. D'où vient cette faim? Il y a une famine dans le pays qui est tombée sur les gens. Enfin, je voudrais qu'on m'explique un peu. Le peuple a faim. Certains posent la question de savoir, est-ce qu'on ne paie pas les salaires ici? Qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde subitement se met à dire, le peuple a faim. Est-ce que les travailleurs ne travaillent plus, les artisans ne travaillent plus? Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que subitement comme ça, le peuple a faim? Il y a une conjoncture flagrante. Vous ne pouvez pas le nier. Dû à quoi? Tout le monde se plaint. Oui, tout le monde se plaint. C'est pas forcément que tout le monde a raison. Non, tout le monde se plaint. Les commerçants ne vendent plus assez. Et à partir de là, les banques ne font plus assez de recettes. Même les recettes fiscales ont baissé. Donc il y a un problème. Donc d'évidence que les gens disent qu'ils ont faim, je pense que pour moi, c'est justifié. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le gouvernement prenne de l'argent, passe de maison en maison et distribue aux ménages. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à votre avis? C'est au gouvernement de trouver les solutions. C'est pour ça que le président Talon a été élu. Ah, d'accord. Vous n'avez aucune idée sur les idées possibles. Alors, vous parlez de mesures sociales. On a annoncé cette semaine le retour des microcrédits aux plus pauvres. Est-ce que vous pensez que ça pourrait représenter une solution? Parce que je parlais tantôt de distribution d'argent de ménage en ménage. Peut-être que cela permettrait d'amoindrir les souffrances du peuple et la faim et d'assouvir cette... Je crois que l'expérience des microcrédits, on l'a déjà fait. Et les résultats sont là. Donc on n'aurait pas dû le faire. Le gouvernement n'aurait pas dû ramener ça. Je ne sais pas sous quelle forme ça va être renouvelé. Je ne sais pas quelles sont les améliorations qui vont être portées. J'espère quand même que ça a été repensé. Parce que la première édition, on a vu les résultats. C'est quoi les résultats? Est-ce que les microcrédits s'en est félicité? C'est une réussite absolue. Vous ne les avez pas écoutés, vous? Oui, mais si vous écoutez le gouvernement Boni Yayi qui s'en félicite, vous écoutez un danseur qui dit qu'il a bien dansé. Donc vous n'avez rien entendu. Et finalement, quelle était la solution, n'est-ce pas, pour enfin donner en partie à manger aux Béninois qui ont fait? Le gouvernement prendra ses dispositions. Le président Patrice Talon est élu. Et il a dit, il nous a assuré qu'il y travaille. Donc vous n'avez pas d'idée sur la question? Non, je ne prendrai pas ses prérogatives, c'est à lui de s'en occuper.
Très bien, Vigile. Inhabituellement, nous allons, comme on le fait habituellement ou inhabituellement, là, tôt, nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs qui, eux, pourront poser des questions à notre invité et il va essayer de leur apporter des réponses si les auditeurs sont en ligne. Nous allons... et les numéros, c'est, je rappelle, le voilà, 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72, les deux numéros pour nous joindre. Et on me fait signe qu'il y a quelqu'un qui est à l'antenne. Bonjour, auditeur en ligne, à qui avons l'honneur? Il est là ou pas? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. À qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à Bessan, Bessie, Filbert, je vous appelle de Zé. Monsieur Bessie, Filbert, Bessan. Allez-y. Je suis heureux ce matin que vous ayez pensé sur cette question. Surtout les questions de la révision de la Constitution. J'ai deux questions pour notre invité. La question 1. La commission Djogbenou n'est-elle pas une institution de partage du gâteau afin d'associer ceux qui donneraient la voix dans la cité de se ranger dans la politique du gouvernement en place? Exemple, mandat 6 ans pour le député et maire et président. C'est-à-dire si ces gens se sont associés et voient les mandats en jeu augmenter d'1 an ou de 2 ans, si cela ne serait pas associé aux décisions du président de la République. D'accord, deuxième question. Deuxième question. La révision de cette révision sur le dos du peuple ne serait-elle pas une trahison des députés afin de laisser celle-ci un bouc émissaire? Alors, la troisième serait une participation. Notre grand camarade vous aviez dit monsieur Bessie, vous aviez dit deux questions. En avait dit qu'il avait parlé d'une commission taillée sur mesure. Alors, je demanderais aux députés de ne pas voir France pour voter la loi, mais de voir le peuple pour voter. Je rends l'antenne à d'autres. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Un autre auditeur est-il en ligne? Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Je suis Comlan Hugues Sosoupé. Oui, Hugues Comlan Sosoupé, allez-y pour vos questions. Oui, avant d'aller sur mes questions, permettez-moi de faire une petite contribution. Je voudrais rappeler toutes les lois qui ont été soumises à l'Assemblée nationale depuis l'arrivée du président de la République, Patrice Talon, au pouvoir. Nous avons le projet de loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de la résiliation du contrat en République du Bénin. Nous avons le projet de proposition de loi portant organisation du secret de la défense nationale. Nous avons le projet de loi portant régime général des collaborateurs extérieurs de l'État. Monsieur Sosoupé, ça va être long de citer tout ça. Ils ont les 12 qui ont fait l'objet de séminaires. Voilà, il y a d'autres auditeurs qui sont en ligne pour poser des questions aussi. Je voudrais juste dire que ces projets ou projets de loi, lorsqu'on les analyse, lorsqu'on les lit, lorsqu'on les décrypte, on se rend compte que ce n'est pas des projets élaborés par les députés eux-mêmes, mais que c'est plutôt le gouvernement qui passe par le biais de ces députés pour leur demander de soumettre ces lois à l'Assemblée nationale. Cela voudrait dire simplement, comme l'a dit M. Fassinou, qu'il y a une volonté de restreindre les libertés publiques. Parce que c'est pour la première fois au Bénin qu'on constate qu'un pouvoir fait en une journée 7 chaînes de télévision et radio. Nous avons vu le mouvement étudiantin bloqué. Nous voudrons simplement faire savoir. Monsieur Sosoupé, est-ce que vous avez des questions à notre auditeur? Le principe ici, ce n'est pas des contributions, c'est des questions à l'invité. Est-ce que vous avez des questions? Autrement, on va vous retirer l'antenne. Ma question à l'invité, et par rapport au projet de révision de la Constitution, est-ce que lui-même, il a vu le projet? Et s'il a vu, qu'est-ce qu'on veut réviser dans la Constitution? Voilà une question que je voudrais lui poser. Très bien, merci beaucoup, bonne journée à vous. Un autre auditeur est-il là? Oui, bonjour. Il est parti. Un autre est là. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Soleil FM. Bonjour, à qui avons l'honneur? Justin Estia, depuis Waou. D'accord, nous vous écoutons. Ma question pour l'invité. Est-ce que le gouvernement n'est-il pas en train de ficher le fait de ne pas encore sortir cette révision
qui est question aujourd'hui? Deuxième question. Par rapport aux crises économiques et sociales, qu'en dit l'invité? Bon dimanche. Bonne journée à vous, monsieur Justin, qui nous appelle le Bao. Un autre est là, bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour, sur les FM. À qui avons l'honneur? Lonchedi Joël Marie. Oui, monsieur Lonchedi, allez-y pour vos questions. Oui, donc c'est avec grand intérêt que je vous suis régulièrement. Néanmoins, je voudrais dire que il y a des types de questions, la terminologie qui peut être tendancieuse, quoi. Ou par exemple des questions où vous dites qu'est-ce que ça cache. J'aurais souhaité que vous demandiez les implications, les non-dits, le décryptage, quoi. Sinon, ça quitte un peu le sentier professionnel pour verser dans une sorte de prise de parti. Donc, c'est juste ma contribution. Merci. Merci, bonne journée à vous. Un autre auditeur est-il là, en ligne? Un autre est là, bonjour. Bonjour, monsieur Sakina Diasso. On m'appelle le Safin au clavier. J'ai 2 questions pour votre invité. À qui on a attribué l'entretien de la présidence? À qui on a attribué le port autonome de Cotonou? 3e question. En temps, M. Jacques Ayadi disait, le mandat, il est contre où nous sommes aujourd'hui. Combien on a organisé le péage, le programme d'action du péage, ce qu'on a été organisé au palais de la présidence. Ça a coûté combien pour l'État? Aujourd'hui, le peuple a fait. En temps, M. Patrice Talon disait, qui connaît les Béninois? Aujourd'hui, je ne sais pas si lui ne mange pas aujourd'hui. Les Béninois ont fait la misère galopante. Il est temps que les Béninois se lèvent très tôt. Sinon, ça ne va pas. À l'heure où nous sommes, nous ne sommes pas au Gaza. Nous ne sommes pas au Gaza, monsieur le journaliste. C'est ce que je vous dis, c'est très très non. Je vous en prie beaucoup, levez-vous contre le pouvoir autocratique de monsieur Patrick Talon. Tout c'est trop. Je vous rends l'antenne. Bon, on avait eu un problème de micro il y a un instant. On vous a écouté, mais je voudrais rappeler aux auditeurs qui appellent dans notre émission que c'est pour poser des questions et non pour hériter leurs humeurs en direct. Chacun vient poser des questions. Ici, c'est le principe, poser des questions à l'invité. Si dans cette déclaration, il y a des choses que vous n'avez pas eu à comprendre, vous posez des questions, mais pas venir faire des contributions. Pour vos contributions, vous attendrez le jour qu'on vous invitera dans ce studio. Et est-ce qu'il y a un autre auditeur en ligne? Bonjour. Monsieur. À qui avons l'honneur? Eugène et Wagnon. Oui, monsieur Wagnon, allez-y pour vos questions. Première question. Cette semaine, un chroniqueur du nom de Emma Adampo disait à propos de cette révision que c'est un faux débat. Je voudrais demander à votre invité si en temps il a lu sa chronique et qu'est-ce qu'il en pense. Parce que, pour résumer, il dit qu'on en a toujours parlé et on commence par dire il y a autant de polémiques. Très bien. Deuxième question, de lui à nous. Qu'est-ce que, honnêtement, parce qu'il m'avait l'air un peu froid, qu'est-ce qu'il nous propose? Les yeux fermés, nous allons, ou les yeux ouverts, nous allons. Ouais. Oui, monsieur, vous voulez dire quelque chose? Non, allez-y. Ah bon, merci, monsieur. Troisième question. Là, c'est d'ordre, je dirais, conseil. Je sais, il n'est peut-être pas un cordon bleu, mais qu'ils me disent à moi, le haricot sur le feu dure combien de minutes? Car, à Parakou, le chef de l'État dit qu'il mijote un bon repas pour nous. Mais ça fait... Il a dit que c'était du haricot. C'est pour ça que les Béninois ne consomment pas du haricot. On va commencer par moi. C'est le bonjour de Natitengu qui est sur le feu, ou bien, qui n'a qu'à me dire finalement, parce que ma ceinture là, ça commence à... Ça ne sert plus mon ventre, déjà que je suis un gringalé. Monsieur Vaillon, c'est bien, on vous a compris. On vous a compris, bonne journée à vous. Un autre auditeur est-il ami? Oui, il est là, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, à qui avons l'honneur? Oui, moi c'est Parfait à Gossou. Je vous appelle depuis Vacon à Porto Novo.
Bon, s'il vous plaît, au terme de l'éclairage apporté par le spécialiste que vous avez invité, que je salue au passage, moi je retiens que la révision de la Constitution doit forcément passer par l'Assemblée. Et là, je suis d'accord. Maintenant, mon inquiétude est d'ordre légal. Parce que dans la Constitution, il y a des choses qu'on ne saurait toucher. Par exemple, le régime présidentiel. Par exemple, le mandat présidentiel. Mais aujourd'hui, on est en train de toucher ces choses-là sans pouvoir prendre un décret qui ouvre la possibilité de toucher à ce test-là. Monsieur Agossou, vous avez lu le test, vous avez lu le test? Non. Bon, mais comment savez-vous qu'on a pris des options? Franchement, je ne connais pas le test. Bon, donc, mais posez votre question alors, posez votre question s'il vous plaît. Oui, la question c'est que qu'ils nous disent, est-ce que nous ne sommes pas dans l'illégalité? Parce que les gens peuvent attaquer après pour dire, est-ce que la Constitution est là, des choses qu'on ne doit pas toucher, qu'on est en train de toucher à ce... Est-ce qu'en pression on doit prendre un décret pour ouvrir la possibilité de toucher à ce test? Parce qu'on a dit qu'on ne doit pas toucher à certains points. Que faites-vous de la Cour constitutionnelle? Cet éclairage-là. D'accord, il va vous donner la réponse. Bonne journée à vous. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, il y a un autre auditeur qui en ligne. Bonjour, à qui avons l'honneur? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Vous nous écoutez là? Oui, Roger Diamaquin. Vous avez l'antenne, oui. Oui, bonjour, chers journalistes. Oui, bonjour. Bonjour à l'invité. Oui, j'aimerais demander à l'invité s'il pense vraiment que nous devons réviser cette constitution-là au Bénin. Parce qu'on avait empêché à Kérékou, à Yahi, et je pense qu'on est en train de l'empêcher aussi à Tana maintenant. S'il pense vraiment que nous devons réviser la constitution, et si cela fait par qui? La deuxième question, je voulais vous demander aussi s'il ne pense pas que le petit nombre de politiciens et d'intellectuels que nous avons sont en train d'embrouiller suffisamment les pauvres béninois. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous, monsieur Diamaquin. Un autre auditeur est-il là? Nous allons prendre quelques-uns encore avant de revenir dans notre studio. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Sébastien Yonrosso. Oui, monsieur Sébastien Yonrosso. Allez-y pour vos questions. Salut votre invité. Et ma première question, c'est de demander est-ce que le peuple a besoin de connaître quelque chose dans la Constitution avant d'être envoyé à l'Assemblée? Ma première question. Ma deuxième question, ce qui m'étonne est que le candidat Talon avait prévu aller en consultation populaire et il a été soutenu par les juristes comme Togbenou. Ils savaient bien que c'était une fausse voie, mais pourtant ils l'ont soutenu. Et aujourd'hui, ils changent. Quelle est l'envie d'aujourd'hui de dire qu'ils ne veulent réviser pas l'Assemblée nationale? C'est mes deux questions, je vous remercie. Merci, monsieur Nrassou. Bonne journée à vous. Un autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour, mon cher ami Adon. À qui avons l'honneur? Oui, monsieur Ayonou, allez-y pour vous. Oui, j'ai une seule question pour l'invité, monsieur le journaliste. Et la semaine passée, nous avons enregistré dans certains ministères le passage d'une équipe du ministère des Finances qui a demandé au chef PAC et au chef matériel de faire le point des véhicules administratifs qui ont 3 ans et plus d'âge. Et que ces véhicules, d'ici quelques jours, vont passer dans des réformes et ils vont acheter ces véhicules. À cette préoccupation, les chefs ont demandé et si on vendait les véhicules, quel serait le sort des conducteurs de ces véhicules. L'équipe n'a pas pu répondre. Ils ont dit que la fonction publique est en train de réfléchir sur cette question, monsieur le journaliste. Je demande à l'invité que déjà que l'équipe a dit une telle phrase, ils ont mis une certaine psychose dans le rang des CVA. Je demande maintenant à l'invité... Monsieur Valentin Ayonou. Oui, monsieur le journaliste. Oui, pour la précision, il vaut mieux nous dire le ministère parce que tout le monde peut venir avancer de telles informations aussi. Pardon? Ça s'est passé dans quel ministère? L'équipe du ministère des Finances est allée dans quel ministère? Au ministère du cadre de vie, monsieur le journaliste. Cette semaine. Ils ont rencontré le chef PAC, le chef matériel. D'accord. Maintenant, ils ont mis une certaine psycho dans le rang des CVA. Je demande à l'invité, quelle serait la position qu'un conducteur peut
adopter par rapport à une telle décision? Est-ce qu'il est en train de voir son poste passer ou qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? D'accord. C'est ma préoccupation. Merci, bonne journée à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne? Bon, on va le prendre s'il est là. Bonjour, à qui avons l'honneur? Apparemment, il n'est pas là. Il est là. Bonjour. À qui avons l'honneur? Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur, vous êtes en direct. Oui, moi, je m'appelle Patrick Sabot. Là, nous vous recevons très mal, on n'a pas entendu le nom. Est-ce que vous voulez bien le répéter? Sabot. Ah, monsieur Sabot. Oui. Nous vous écoutons. Je voudrais demander à l'invité si c'est qu'ils ont des utilisations contre un tel qui n'est pas vu. Est-ce qu'il n'est pas bon qu'ils se constituent eux-mêmes en tant qu'une société, quelqu'un de société, par exemple, et de se donner les moyens pour définir des points, identifier des points qui sont chers au peuple, au lieu de tenir des discours politiques, parce que moi je n'ai pas compris du tout. Il attend que le président de la République donne des moyens à une société civile, une société constituée, pour venir l'attaquer sur le pays. Non, il fait le rôle des gars de ce Maccabi, c'est d'aller la recherche du pays, et se constituer, se donner les moyens, identifier la chose, et rejoindre le texte à l'Assemblée nationale. C'est ma contribution. Merci. Très bien, bonne journée à vous, monsieur Sabot. On en prend deux encore ou c'est fini? Bon, ok. Mohamed Yamidi me fait signe que c'est fini, qu'il a bouclé la liste et nous revenons ici dans ce studio. Monsieur Sabot, le dernier, on commence peut-être par lui. Vous voulez savoir que parfois vous prenez des positions en tant que, parce qu'il vous identifie comme acteur de la société civile. Si c'était le cas, pourquoi est-ce que vous ne vous organisez pas en société civile pour vous donner des moyens et pour porter les opinions que vous portez là? Monsieur Sabot a dit que c'était une recommandation. Je lui répondrai que j'en ai pris bonne note. Très bien. Alors, si vous avez pris note, nous passons. Monsieur Ayonou a parlé du point des véhicules administratifs dans les ministères. Il a parlé du ministère du cadre de vie, des véhicules à réformer. Et donc, ce qui le préoccupe, lui, c'est le sort des conducteurs de véhicules administratifs. Quelle position devrait être celle des CVA, a-t-il demandé? En réalité, les conducteurs de véhicules sont des fonctionnaires. Et à ce titre, ce qui est libre à l'État contractuel. Ok. Et je pense qu'il y a déjà assez de dispositions qui les protègent. Donc, je ne pense pas qu'il y ait crainte. Surtout que pour le moment, ce n'est que... enfin, on est à une étape... ce n'est qu'une démarche qui est entreprise. Donc on n'en sait encore rien strictement. Et moi, je n'ai pas grande connaissance de ce qui se passe en ce moment dans ce ministère-là quant au véhicule. Très bien, monsieur Roger Diomaquin voudrait savoir finalement quand est-ce que nous devons réviser la Constitution, puisque sous le président Yahi et le président Kérékou, on l'avait tenté, sous le président Yahi, on a démarré, ça n'a pas abouti, et voilà, on se projette... On projette de la réviser à nouveau et puis il y a un tollé général et lui veut savoir, à votre avis, quand est-ce que nous devons finalement réviser cette constitution? Je ne saurais lui dire, mais est-ce que je peux lui répondre? Je peux lui répondre par une question, je lui demande à lui. Pourquoi il pense qu'il est nécessaire de le faire? Quelle est l'urgence de le faire? C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'il faut le faire. Alors, M. Parfait Gossou, lui voudrait savoir... est-ce que pour réviser la Constitution, j'avoue que je n'ai pas très bien compris la question, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un décret pour permettre de toucher à un certain nombre de verrous qui ont été marqués dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'on ne devrait pas faire un truc comme ça? Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé son idée. Je crois que ça a été dit en amont, la Cour a toujours le loisir d'arbitrer. Au cas où l'exécutif s'entête à le faire de manière régulière. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. La question qu'il pose est de savoir pourquoi, pour une matière qui a déjà été sujet d'une décision de la Cour constitutionnelle, pourquoi on ne prend pas un décret, c'est ce qu'il a dit, je crois. Pourquoi on ne prend pas un décret avant d'aborder la question?
Je dis, mais si la caution était, s'il y a une procédure, si dans la procédure il y a une irrégularité, la Cour a le loisir de trancher. C'est prévu. D'accord. Alors, monsieur... Donc, c'est pour vous dire, c'est pas sans... C'est dans un cadre juridique et légal, bien sûr. Très bien. Alors, monsieur Sébastien Yorossou, je voudrais savoir si le peuple a forcément besoin de savoir de quelque chose dans la Constitution avant qu'on ne la révise. Je pense que c'est nécessaire que chacun sache de quoi il est question, puisque ça nous engage tous et ça engage les générations futures, c'est-à-dire nos enfants. D'accord, monsieur Bessi, la commission Djobénou, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une institution de partage de gâteaux? Ça, c'est son expression, et c'est la question qu'il a posée. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une révision sur le dos du peuple? C'est ce qu'il demande. Ce qui est sûr, si les recommandations de la commission Djobénou permettaient aux députés d'augmenter la durée de leur mandat, il est évident qu'il y en a qui seraient intéressés. Donc ça peut constituer un intérêt, ça peut constituer un intéressement. Je pense que c'est évident. Alors, une autre question, je crois, monsieur Hugues Komlan-Sosper, qui voudrait savoir, après un long développement, ce qu'on veut réviser dans la Constitution. Si vous savez ce qu'on veut réviser dans la Constitution. À ce jour, comme il a été déjà dit, personne n'a le test de la Constitution, personne ne peut se prévaloir d'avoir le test, puisque les tests n'ont pas été encore portés devant l'Assemblée nationale. D'accord. Monsieur Eugène Ewaignon a parlé d'un test que quelqu'un aurait publié cette semaine, où il a fait un développement, et vous voudrez savoir si vous l'avez lu, ce que vous pensez de ce qu'il propose. Non, je n'ai pas lu la chronique. Très bien. Voilà, on a fait un tour rapide des questions. Maintenant, quel aspect de ces sujets que nous avons abordés vous avez envie de développer, sur lesquels on ne vous a pas posé des questions, monsieur Facile? Je reviens toujours, je veux parler un peu du social. Je reviens à votre question qui demande qu'est-ce qui me fonde à croire que les gens ont faim. Les gens ont faim, c'est une manière de parler. Mais c'est aussi une manière de dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui, qui jalonnent le quotidien des populations. Et c'est à ces problèmes-là qu'il faut qu'on trouve une solution. Le président Talon est venu, le président Talon a communiqué récemment dessus, et il nous a dit d'ici 1 an, voire 2 ans, que tout rentrait dans l'ordre. C'est ce que moi j'ai cru comprendre de son message. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment survivre pour atteindre cette limite-là. C'est-à-dire comment survivre l'année de plus, ou bien les années de plus. Pour atteindre le paradis. Pour atteindre le paradis. Voyez-vous, l'économie béninoise est une économie profondément informelle. Et les gens vivent de petits commerces, généralement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui font que, au-delà même de la conjoncture, je dirais, internationale, qui est due à des raisons économiques qui prévaut un peu partout, il y a des raisons particulières qui font que cette économie de petite échelle, en général, est dérangée. Okay. Je parle par exemple du déguerpissement. Je ne dis pas que le déguerpissement, c'est une mauvaise chose. On a vu, ça a permis de libérer les voies. Quoique, en libérant les voies aujourd'hui sur certaines artères de la capitale, on s'est rendu compte que on libère les trottoirs pour que les piétons passent normalement. Mais à partir du moment où les terre-pleins sont interdits de parking et qu'il n'y a pas de dispositif prévu pour les parkings, le parking des voitures, les voitures garent sur le trottoir. Donc ça crée encore un problème. D'un autre côté, les espaces libérés, comment on va les occuper? Qu'est-ce qui va être fait dessus? On n'a aucune visibilité.
Il y a pas mal d'espaces en ville que vous voyez qui sont là. Ils ont été libérés. Donc, enfin, c'est pour vous dire que c'est des petites choses qui ont dérangé le quotidien des gens. Perturbé les petits commerces, les petites habitudes. Donc, qui ont eu un impact finalement sur les revenus. Donc, il est clair qu'en ce moment, le social, ça ne va pas. Le président Talon même en est conscient, je crois. Sinon, il n'en aurait pas parlé. Il en est très bien conscient. Et ce qu'on attend de lui, ce n'est pas un délai. Vous voulez qu'il distribue une richesse que nous n'avons pas créée dans le pays? Non, on ne veut pas qu'il distribue une richesse que vous n'avez pas créée dans le pays. Il y a, comme disait l'auditeur qui est intervenu tout à l'heure, il nous a promis à Parakou, c'est ce que le monsieur a dit, il nous a promis à Parakou un bon festin, un bon repas qui serait sur le feu. Mais il y a combien de temps ça dure? Vous voyez l'inquiétude du monsieur? Ça résume tout. C'est le temps. Le président Talon a 5 ans à faire. A priori. Il a 5 ans à faire. Il en a épuisé. Il a épuisé une année. Et théoriquement, il reste 4 ans. La dernière année, généralement, c'est pour des tractations politiques. C'est pour des tractations électorales. Donc, en résumé, il a 3 ans pour se concentrer. En principe, pour faire ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, il nous demande 2 ans pour nous amener à l'Eldorado. Je crois qu'il y a raison. Nous avons des raisons de nous inquiéter. Et quand on voit la gamelle du citoyen du Béninois Landa, ça ne va pas. D'accord. Donc, ce qui est charmant dans l'histoire, c'est que vous faites des constats, mais vous nous proposez pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire de votre point de vue? Qu'est-ce qui est urgent pour vous en termes de... Si vous aviez été là, puisque vous critiquez ce qui est fait, c'est bien logique, ou ce qui n'est pas fait, puisque vous attendez des choses qui ne sont pas arrivées. Mais qu'est-ce que vous attendez maintenant, de façon concrète? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire et qu'il ne fait pas, là maintenant? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire et qu'il ne fait pas? Je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire parce que c'est une prérogative qui revient à ceux qui sont aux affaires. Et c'est eux qui sont aux affaires. C'est eux qui ont toutes les données pour savoir ce qu'il y a à faire. Mais nous, à notre niveau, ce qu'on peut leur dire aujourd'hui, c'est ce qu'on peut leur reprocher aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas bien. Donc chacun reste dans son rôle. Très bien. Brigitte? Non, rien de particulier. Très bien. Nous sommes là en train d'épuiser les aspects qui sont prévus pour cette émission. Vous voulez la conclure, notre émission, M. Fassim? Non, c'est bon. C'est bon. Très bien. Voilà, c'est inhabituel, mais nous sommes un peu plus tôt arrivés au thème de cette émission. Didier Fastino, juriste d'affaires, était notre invité pour le compte de ce numéro du Grand Rendez-vous. Merci d'être venu en direct, éclairé de votre opinion, l'actualité de la semaine. Vigile Avancé, Wilfried Adon et Mohamed Yamidi qui assuraient la réalisation technique de ce programme vous prie de continuer à nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, même fréquence, avec de nouveaux invités.